Bonjour à tous. Est-ce qu'elle peut servir positivement? Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que, effectivement, mais sûrement nous aurons des débats. Pour moi, la spéculation existe depuis toujours et vraisemblablement existera pendant encore très longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, le spéculateur est au centre d'un déséquilibre qui existe dans les marchés, qui en fait est un déséquilibre entre la demande de protection de l'économie réelle, des acteurs finalement, des industriels, des particuliers, et donc la demande de protection qui excède largement l'offre de protection. Je m'explique, en fait, l'offre de protection par le système régulé atteint ses limites lorsque, par exemple, une banque, parce qu'elle a besoin de rémunérer les capitaux propres, enfin des fonds propres, va devoir augmenter son taux d'intérêt pour un prêt hypothécaire, parce qu'effectivement, elle va devoir limiter sa prise de risque, par exemple, sur une couverture de change pour Airbus Industrie entre le dollar et l'euro, elle va être obligée de limiter sa couverture de risque en son nom propre, parce qu'effectivement, elle a donc des mesures de risque qui elles-mêmes lui demandent d'avoir du capital. Donc ce système a une limite, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, et c'est là où le spéculateur intervient. Donc le spéculateur, si on le regarde sous cet angle, en fait, a effectivement une première utilité, je dirais, empirique. Bien. Alors, je dirais, le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est qu'effectivement, ce spéculateur a ensuite la possibilité d'exercer, je dirais, son métier avec plus ou moins de vertus. Notamment, récemment, disons il y a quelques années, effectivement, les produits dérivés, qui sont des produits jeunes, donc des produits à levier, ont permis effectivement à ces spéculateurs, qui, je répète, sont simplement un chaînon des marchés, si vous voulez, à ces spéculateurs, effectivement, de prendre des risques sur des instruments qui étaient complexes, pas compliqués, ça c'est mon avis, mais complexes, opaques. Et donc, effectivement, ces régulateurs ont été pas ou peu contrôlés. On a beaucoup parlé je dirais, des régulateurs, et Thierry vient d'en faire d'y faire allusion. Donc, deuxième point, effectivement, là, on a, je dirais, un élément qu'il faut prendre en compte, c'est le contrôle de ces spéculateurs. Et ce contrôle passe par le fait de comprendre ce qu'ils font, de le contrôler, éventuellement de sanctionner. Donc, voilà, je dirais vraiment très schématiquement comment est-ce que je présenterai le spéculateur dans les marchés. Il est clair qu'on pourrait regarder aussi plus attentivement quelle technique il utilise. En général, le spéculateur, pour faire court, utilise des techniques qui se logent, je dirais, mathématiquement ou statistiquement, plutôt dans les queues de distribution. C'est-à-dire qu'effectivement, le banquier, l'assureur, va utiliser des lois de grand nombre, des lois gaussiennes, des choses qui, finalement, vont bien tant que ça ne va pas mal, là où le spéculateur va vraisemblablement intervenir sur des objets plus sensibles, ce qu'on appelle, en fait, les queues de distribution. Bien. Donc je vois que le temps s'écoule, et donc pour essayer de faire une première réponse donc, à votre question, après nous débattrons, je dirais que pour moi le spéculateur peut être utile à quelques conditions. La première, qui est pour moi impérative, Thierry vient de la dire, c'est privatisation des profits, mutualisation des pertes. Ça c'est absolument néfaste, c'est inutile. Pour faire court, un trader, je dirais, qui ne prend pas ses vacances dans une grande banque française et qui manque de faire exploser et la banque et l'État, c'est de la spéculation inutile et néfaste. Bien. Un spéculateur, je dirais, plutôt américain, qui regarde à long terme, qui s'appelle, qui a plus de 70 ans et qui, lui, je dirais, a l'air de faire des choses qui sont un peu plus intéressantes et prendre des risques là où, je répète, le système régulé ne peut pas les prendre, je dirais, Warren Buffett, pour ne pas le nommer, est utile pour moi, plutôt utile, voire sympathique. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je sais que Paul sera d'accord, pardon. Deuxième point, George Soros, pareil d'ailleurs, pardon, pour ne pas le nommer. Deuxième point, le contrôle. Donc ça, c'est la clé. Pour moi, je vous ai dit, le contrôle, c'est quoi? C'est effectivement contrôler les objets que ces spéculateurs utilisent. Lorsque j'ai eu la chance de démarrer la titrisation en France en 1989, lorsque nous avons fait la première titrisation, il est clair que cet outil
Thierry disait, la finance est un outil, voilà, la titrisation est effectivement un outil. Cet outil était un bel outil. Par contre, il a été dévoyé, il a été transformé en titrisation synthétique dont nous ne comprenions plus rien, ni les régulateurs, ni les agences de notation, ni les investisseurs, et surtout pas les banques de financement, hormis éventuellement une d'entre elles qui comprenait tellement bien l'objet qu'elle en a fait fortune. Joseph Stiglitz, je crois, a parlé hier, enfin j'ai entendu parler hier de Goldman Sachs. Bien. Donc le contrôle. Là, c'est la clé. Je pense qu'effectivement, les objets manipulés par les spéculateurs sont complexes, mais pas compliqués. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui sont faites. La première, j'ai en tête quelque chose qui est très bien sur les crédits dérivés, qui est actuellement appliqué, qui est une chambre de compensation sur les produits dérivés qui n'était pas compensée. Donc ça veut dire, chambre de compensation, ça veut dire qu'en fait, on va enfin comprendre ces 30 000 milliards dont on parlait, enfin comprendre qui achète, qui vend, avec quel levier, et tout ceci, une information qui se trouvera en Europe, sur la zone euro, aux États-Unis, sur le dollar. Bien. Donc les chambres de compensation, c'est très bien. Sur le premier sujet, qui était, je dirais que les spéculateurs soient privés, uniquement privés, je pense que là-dessus, je dirais la séparation, enfin la loi bancaire actuelle, qui quelque part évite qu'une grande banque finalement fasse du compte propre chez elle, et mettre en péril, comme je l'ai mentionné, évidemment l'ensemble des clients, y compris la nation, parce que de toute façon, il faudra le secourir par le contribuable. Là encore, loi bancaire, c'est un bon point. Donc je finirai sur une note, je dirais, plutôt positive. Il y a des choses qui sont faites. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Joseph Stiglitz lorsqu'il dit que rien n'a été fait. C'est les mêmes plombiers qui ont changé les robinets, hein, si j'ai bien compris. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Je vois l'évolution, puisque j'ai moi-même fait ma carrière dans les banques, maintenant plutôt dans l'enseignement et la recherche. Et je vois la différence au niveau des banques françaises, au niveau de quelques banques européennes, ou des banques américaines. Je pense qu'effectivement, ça ne va jamais assez vite et jamais assez fort, mais pareil, la modulation, la limitation des rémunérations, que les rémunérations soient basées sur des choses tangibles et réelles et non pas sur je dirais, du profit futur, etc. Tout ça va dans le bon sens. Je terminerai sur un dernier point, puisque pourquoi est-ce que nous ne serions pas à nouveau dépassés par ces spéculateurs? Pour moi, il y a une chose essentielle qui se passe actuellement, à condition que tous les talents n'aillent pas à la spéculation, donc ça c'est le point de Thierry, il a raison, à condition que tous les talents n'aillent pas chez Goldman Sachs, pour faire court, voilà, eh bien je pense qu'on a un outil majeur actuellement qui vient d'arriver finalement, qui s'appelle le Big Data, qui s'appelle en fait l'informatique, le cloud, le grid et les données. Nous avons des machines pour éviter de se refaire déborder. Ce sera ma conclusion. Pas tout à fait. Il y a un débat. Paul Jorion, on vient d'entendre Jean-Michel Béaco, donc quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans la banque et qui nous dit non, mais la spéculation peut servir positivement l'économie. Regardez, elle peut aider Airbus, elle aide les États. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Finalement, si on met les bons garde-fous, la spéculation a tout à fait son utilité pour une meilleure économie. Eh bien, j'espère qu'en 2030, quand on pensera à ces premières séances sur l'économie positive, on dira il y avait quelqu'un qui disait à la deuxième session que la spéculation était une bonne chose. Alors, les gens riront dans la salle, ils ne croiront pas que c'était vrai, mais c'était vrai. Je remonte de 5 ans. Je remonte de 5 ans en 2008, le premier semestre 2008. Au 1er janvier 2008, le prix du baril de pétrole tourne autour de 40 $. Au 1er juillet, 6 mois plus tard, il est à 142 $. Il atteint en séance 142,5 $. Le prix a été multiplié par 3. Il y a une explication possible, l'offre et la demande. L'offre et la demande aurait été telle que le prix a été multiplié par 3. Or, on est au début 2008, on est au début d'une récession mondiale. La demande est en baisse. Il y a quelqu'un au monde qui ne peut plus payer ces sommes-là. C'est le Pentagone. Le Pentagone, qui doit faire des réserves de kérosène, d'essence, demande au Sénat américain qu'on se réunisse. Le Sénat se réunit, il appelle les spéculateurs, leur demande de venir expliquer ce qu'ils font. Les spéculateurs ne sont pas contents d'être la victime de cette exposition négative. Ils sortent de la réunion, après avoir expliqué ce qu'ils font. Ils sortent de leur position, comme on dit sur les marchés, et les prix dégringolent aussitôt.
Ce qu'on vend aux clients, la compagnie Goldman Sachs, les Deutsche Bank, il y en a plusieurs, vendent à des clients, ce n'est pas uniquement de spéculer sur le pétrole. On spécule sur des paniers dans lesquels se trouve aussi le grain, le coton, le café, le cacao, etc. Quand le prix monte, quand le prix montait au premier semestre, quand le prix montait, ce n'est pas simplement les produits pétroliers, on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi le plastique, c'est aussi les pesticides, ce sont les herbicides, c'est le prix du transport. Qui est-ce qui a payé pour cette multiplication par 3 du prix du pétrole? C'est nous. C'est nous à la pompe, c'est nous quand nous achetions des légumes, c'est nous. Quand les spéculateurs se sont retirés des marchés et que les prix se sont effondrés, est-ce qu'il y a une garantie que les prix soient tombés à un niveau où ils respectaient les coûts des producteurs? Non. Parce que le spéculateur ne sait même pas quel produit il spécule, parce qu'il achète à une compagnie financière, il achète un panier, il ne se préoccupe pas de ce qu'il y a dans ce panier. Au deuxième semestre 2008, ce sont les producteurs qui, dans certains pays, n'ont plus pu payer, couvrir les coûts de ce qu'ils produisaient, du coton, du cacao, du café. Une autre chose s'était passée. Au début de l'année, quand le prix montait, un certain nombre de personnes ont dit que cette multiplication du prix du pétrole, c'est lié au pic pétrolier. C'est parce que nous avons atteint un sommet. Quand le prix du pétrole monte, il est plus intéressant pour des jeunes start-up, pour des compagnies naissantes, de s'intéresser à l'énergie durable. Quand les prix sont dégringolés au deuxième semestre, toutes ces compagnies qui s'étaient créées au premier semestre ont été balayées. Les amis de la spéculation vous disent 3 choses. C'est un peu comme une blague de Freud que vous connaissez sur un seau troué qui a été emprunté. La spéculation, d'abord, c'est pratiquement impossible de la définir. En plus, et on vient de l'entendre, ça a toujours existé. Troisièmement, c'est bien pour les marchés, ça apporte ce qu'on appelle la liquidité. Bon. La spéculation n'a pas toujours été permise, autorisée. Au contraire, elle a été interdite. Elle a été interdite, il y a un premier édit de François Ier en France. La spéculation a été interdite en France jusqu'en 1885. Est-ce qu'il est difficile de définir ce que c'est la spéculation? Non. L'article de loi qui a été abrogé en 1885 disait purement et simplement « Les paris à la hausse ou à la baisse sur les titres financiers sont interdits ». C'était complété par ce qu'on appelle l'exception de jeu qui disait simplement « Si entre deux parties qui ont gagné ou perdu un pari, s'il y a contestation, elles n'ont pas le droit de se présenter en justice ». C'est-à-dire que si vous faisiez de la spéculation à cette époque-là et que vous n'étiez pas content, vous estimiez lésé, les tribunaux considéraient que votre demande était irrecevable. Qu'est-ce que c'est la spéculation? C'est très simple quand on regarde une opération. On me dit vous êtes contre les produits dérivés. Pas du tout, j'ai travaillé dans les produits dérivés. Ça a été dit tout à l'heure par Thierry Philippona. Un produit dérivé peut être utilisé pour de la couverture. Pour compenser un risque existant, vous avez une moisson par exemple, et il va pleuvoir ou il y avoir du soleil, vous avez un risque. Vous pouvez vous couvrir sur le marché à terme. Vous faites disparaître un risque existant. Quand 2 personnes, on a vu les chiffres tout à l'heure, 28% des prêts à l'économie réelle, 72% à l'économie de la spéculation. Quand vous êtes dans une situation de ce type-là, vous êtes dans une situation telle que vous créez du risque artificiellement. 2 parieurs qui se mettent face l'un avec l'autre pour dire « tu gagnes si le prix monte et moi je perds si ce prix monte », ces gens-là créent artificiellement un risque qui n'existait pas. On a dit tout à l'heure que quand il y a une demande insuffisante pour la couverture. Mais non, quand il y a véritablement ce qu'on appelle des négociants sur un marché, quelqu'un qui livre une marchandise et quelqu'un qui va en prendre livraison, ils sont là tous les deux. Par conséquent, il y a exactement le même nombre d'intervenants dans un sens ou dans l'autre. On nous dit que les spéculateurs apportent de la liquidité, ils sont présents sur le marché. Ils sont présents sur le marché comme des gens qui ont une raison d'être là. Vous savez ce que c'est un prix spéculatif? Un prix spéculatif, tout le monde sait ce que c'est un prix spéculatif. C'est une notion qui n'existe pas en économie, c'est pour ça que je vais vous la définir. Un prix spéculatif, c'est un prix qui est à l'endroit où il ne devrait pas être. Il est beaucoup trop haut ou il est beaucoup trop bas. Les spéculateurs apportent de la liquidité sur des marchés à des niveaux qui n'intéressent personne dans l'économie réelle. Paul Jurion, alors, votre conclusion? Ce serait donc, qu'est-ce qu'on garde? Je relance.
Qu'est-ce qu'on garde de la spéculation? Rien du tout? Il faut revenir sur l'abrogation de la loi qui interdisait la spéculation en 1885. Ce n'est pas compliqué. Il y a 3 articles, il suffit de les remettre en vigueur. Jean-Michel Béaco, si on supprime la spéculation, si on revient à 1885, qu'est-ce qui se passe dans l'économie? Comme moi, je joue le bad guy, je voudrais quand même vous... Mais non. Non, mais ça ne me gêne absolument pas. Simplement, juste une chose. L'abrogation, parfait. Parfait, si tout le monde l'a fait. D'accord? Voilà. Ça, je suis archi d'accord. Parce que sinon, excusez-moi, c'est de la naïveté pure. D'accord? Quand à l'heure actuelle, on peut, en montant un fonds spéculatif en France, mettre ce fonds au Luxembourg, ne pas payer la TVA et ne pas être régulé, excusez-moi, mais je pense que le fait d'interdire le fonds spéculatif en France est ridicule, puisqu'on le monte juste à côté au Luxembourg, qui, je rappelle, est dans la zone euro, et juste à côté avec un train rapide qu'on a construit, nous, Français, pour y aller plus vite. Voilà. Premier point. Deuxième point, un tout petite remarque, parce que je pense que lorsqu'on ne quantifie pas ou mal, on tire de fausses conclusions. Il y avait un chiffre sur 28%, soi-disant, va à l'économie réelle, ou aux entreprises. 28%, et le reste, c'est de la spéculation dans les banques. Archi faux. Archi faux. Vous oubliez juste une chose, c'est que les banques financent les États, qui sont très impécunieux, très endettés, qui eux-mêmes, de mémoire, par la sécurité sociale, les collectivités locales, et ici on en a un bel exemple, eux-mêmes retournent à l'économie réelle. Donc attention, lorsqu'on fait des chiffres comme ça, ne pas penser quand même que c'est 28, très bien, et combien 62 caca, ou 72 caca. D'accord? Ça, c'est faux aussi. Voilà. Donc mon point, abrogation, oui, si tout le monde le fait, sinon c'est utopique ou naïf. Deuxièmement, attention aux chiffres, ne pas se leurrer, je répète. Et par contre, sur le reste, 99% de ce qu'a dit Paul, j'y souscris, évidemment, puisqu'effectivement... Mais sur le pétrole, nous pourrions avoir des débats, parce qu'il parlait du futur. Et donc, c'est un peu différent. Il parlait des futurs, et notamment des futurs... Et Paul, si je me souviens bien, qui était à échéance 2 ans, 3 ans, etc. Donc en fait, votre démonstration, je ne suis pas sûr qu'elle soit exacte. Alors, Jean-Michel Béaco, vous pensez que promouvoir l'abrogation de la spéculation, c'est de la naïveté pure. Vous, Paul Jorion, qu'est-ce qui fait que vous ne croyez pas à cette prise de conscience de la finance qui parviendrait à s'autoréguler? Je vais répondre à l'argument, tous en même temps. Quand Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi, où il est écrit « tu ne tueras point », etc., au moment où il descend, il rencontre un gars, le gars regarde ce qui est écrit là-dessus, ils disent « mais on ne peut pas faire ça, il faut une conférence internationale, on ne peut pas imaginer que quelqu'un donne le bon exemple, il faut qu'on fasse tout ça tous en même temps ». L'argument « il faut le faire tous en même temps », c'est dire « je suis contre », c'est une manière, je dirais, sympathique, un euphémisme, mais ça veut dire « je suis contre », c'est simplement ça. Je ne suis pas d'accord. Parce que, à nouveau, c'est un débat, hein. On a instauré quelque chose qui s'appelle le G20, qui, quelque part, pour moi, avec notamment les réunions des ministres des Finances, et je pense concrètement et honnêtement que les 20 ministres des Finances sont plutôt non spéculateurs dans l'âme. J'en connais quelques-uns, honnêtement. Et donc, je pense que ce n'est ni être pour que... Ce que vous dites, c'est en fait, il a une astuce pour dire qu'il est pour, c'est de dire il faudrait que tout le monde soit contre. Mais en fait, non, pas du tout. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas être naïf. Je donne un autre exemple qui est la finance islamique. Extraordinaire sur le papier. Pas de spéculation, c'est écrit. D'accord? Et les gens, soi-disant, le respectent. Si vous voulez, vous viendrez avec moi et on ira voir quelques produits de finance islamique et vous verrez, vous serez déçus. Déçus par la pratique théologique des gens qui investissent là-dedans. Voilà. Et donc là, je répète, naïveté, très peu pour moi. Je préfère regarder, quantifier et dire les spéculateurs dont vous parlez, eh bien, demain, on a la possibilité avec du high-tech. Avant, qu'est-ce qui se passait? Tous les talents allaient chez Goldman Sachs. Donc évidemment que le régulateur, comme il ne payait pas de bonus et il avait 0 cerveau, c'est sûr qu'il y avait tout le monde chez Ferrari et personne pour construire les autoroutes et les radars. Bien. Ça change. D'accord? Les gens vont plutôt préférentiellement aujourd'hui chez Google que chez Goldman Sachs. Tiens, intéressant. D'accord? Quelques talents vont même à la Banque Centrale Européenne, à la Banque de France. Regardez le board de la BCE, c'est remarquable. D'accord? Bien. Tiens, ça change. Donc, un petit peu d'espoir là-dessus. On met, donc avant, il n'y avait pas de cerveau, il n'y avait pas de bras. On met un petit peu d'espoir sur les cerveaux en se disant, tiens, les talents vont peut-être ne pas aller tous à BNP ou à Deutsche Bank.
et on met les machines. Et là, je vous promets que non seulement il y aura toujours des Ferrari, il y aura toujours des gens pour acheter les Ferrari, ça c'est mon avis, mais par contre, il y aura des autoroutes sécures, des radars et la police. Voilà, moi je dis ça, c'est pas naïf. Paul Jorion, oui, juste un dernier mot. bien sûr. Jean-Michel, vous avez été trader. Vous avez été dans la même position que moi. Vous dites les prix du pétrole que je mentionne, c'est des prix futures, ce sont des prix à terme. Alors vous avez été dans des salles de marché, sur des desks de trading, et vous savez que quand le gars qui est là, qui fait le spot, c'est-à-dire le prix sur le marché réel, actuel, il a son voisin qui travaille sur le futures, il dit le futures est où, à quel niveau? Le type lui dit à quel niveau le future se trouve. Il dit c'est bon, j'aligne mon prix sur le future. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Paul, je suis d'accord, sauf que vous avez cité une microstructure des marchés, tout comme les matières premières, qui méritait qu'on s'y attarde. Et là, je suis d'accord avec lui. Le G20, d'ailleurs, il y a 2 ans, l'avait mentionné dans son menu sur les matières premières de mémoire, et rien n'a été fait. Donc là, je reconnais effectivement que vous avez mentionné, je dirais, le petit point qui fait mal dans ma démonstration. On va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Tout le problème de mettre des garde-fous. Merci Jean-Michel Béaco, Paul Jorion. Merci pour ce débat sur la spéculation.